ou que le sprint final s'annonce très serré et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis tout seul pour ces pronostics de la Ligue 1. Melvin n'est pas là, mais ça ne nous empêchera pas de pronostiquer cette 29e journée de Ligue 1 qui s'annonce extrêmement serrée. J'espère que vous vous portez très bien. Et écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va se lancer dans ce sprint final. Il ne reste plus que 5 journées, dont 2 de multiplex, et ça va nous faire rêver. La Ligue 1 se poursuit. On est juste après les 2 coups francs magnifiques de Declan Rice en Ligue des Champions avec Arsenal, et le PSG joue ce soir, vous avez les pros de la Ligue des Champions sur la chaîne. Et du coup, vous pouvez vous abonner, nous retrouver sur Spotify en podcast, sur Instagram et sur TikTok notamment. Il y a des petits reels chez Stéphano, ça devrait vous intéresser. J'ai parlé de Juninho. Voilà. Je rigole, bien évidemment. Le programme de cette 29e journée de Ligue 1 qu'on attend tout particulièrement avec de très belles affiches. Alors, il y aura un match de moins sur cette journée-là. C'est le Nantes-PSG qui se jouera le 22 avril prochain. C'est un mardi, je crois. Puisque le PSG a demandé le report de ce match-là suite à la double confrontation contre Aston Villa. Comme ça, ils auront le week-end de repos, en espérant que ça leur serve à quelque chose. Et donc, ce match-là sera décalé. Donc, je suis pas sûr qu'on en parle, parce que bon, c'est quand même dans une dizaine de jours. Donc, d'ici là, il y aura quand même des petites infos qui risquent de changer. On est parti, mais avant tout, évidemment, comme chaque semaine de Ligue 1, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois. Le petit point droit télé. Après DAZN, ça serait Bein qui pourra arrêter son contrat à l'issue de la saison. L'offre, le foot français n'a jamais été aussi mal mis en valeur, aussi mal diffusé et aussi mal financièrement. Et c'est pas près de se tasser. On a l'impression que c'est un petit peu le bordel à tous les étages. DAZN prépare une sortie prématurée de son contrat. Bein pourrait saisir également cette chance-là. On rappelle que Bein, c'est un contrat à 76,5 millions d'euros par saison, avec un contrat de sponsoring, je ne sais plus évalué à combien, qui n'est pas encore acté. Donc ça représente quand même une petite somme. Joseph Fouguiarlin, le président de Lens, a donné dans des interviews interposées dans différents médias que la Ligue 1 maintenant, ça valait 150 à 200 millions. Donc c'est un feuilleton qui a été mis en place avant le début de la saison, qui nous a tenu en haleine toute la saison et qui continuera à la fin de la saison. Et on verra si la Ligue 1 sera diffusée la saison prochaine, parce que c'est une vraie question. Et ça peut être un petit peu emmerdant, nous qui adorons ce championnat de France, mais qui est en train de perdre en valeur inexorablement, année après année, saison après saison. Mais bon, comme diraient certains, personne n'aurait pu mieux faire, comme dirait l'autre. Donc c'est un peu emmerdant. Allez, on va parler de sportif, parce qu'on va parler de terrain. Non, on va pas encore parler de terrain. Je voulais revenir sur un truc qui m'a fait quand même tilt, et là ça va devenir un vrai problème, c'est cet arbitrage. J'ai pris l'exemple de Lens Saint-Etienne. Il n'y a pas eu carton rouge sur cette action. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est un mystère. Je ne comprends pas comment on ne peut pas sortir un carton rouge sur cette occasion. Donc voilà. L'arbitre a ensuite été dévalué par la direction elle-même de l'arbitrage, qui a expliqué donc qu'il aurait dû être exclu. Donc quand même, c'est assez fou. Et donc j'ai parlé de Saint-Etienne-Lens, où ça a été quand même très scandaleux. On a eu une belle après-midi, puisque derrière, pour Strasbourg, il y a eu dû avoir un penalty pour Reims. Je sais plus, je crois que c'est une faute sur Ito. Le président Caillot en a parlé, Jean-Bière, comme il l'appellerait, en a parlé en fin de match. Petite déclaration où il a été pour une fois dans le vrai. Et ça faisait bien longtemps que Caillot avait pas réussi une sortie communicante. Enfin, une sortie de communication, pardon. Mais il a réussi, et donc forcément, ça fait deux pièces ajoutées comme ça contre l'arbitrage, où voilà, malheureusement, il va falloir encore une fois être encore plus constant et plus vrai dans les décisions, parce que la VAR est d'or. Il va falloir peut-être la renouveler un petit peu, cette VAR, retrouver des choses, remettre un petit peu plus de consistance dans cet arbitrage français qui est en train de perdre, à l'image de ce droit de télé, le bateau, qui est en train de couler tranquillement. Donc c'est un petit peu le bordel, mais bon, on s'y fait, et c'était, voilà, comme ça on revient un peu sur le week-end dernier, avant d'aborder le sportif. On va passer sur cette 29e journée de Ligue 1, tranquillou, à commencer par un Lens-Reims, une programmation qui est très bizarre, hein, puisqu'en prime time, dimanche soir, on aura Auxerre Olympique Lyonnais, alors qu'on aurait pu avoir un Marseille-Monaco, mais ça c'est dû au match de Coupe d'Europe pour notamment Lyon, du côté de Manchester United. Et on souhaite tout le bonheur aux Lyonnais dans cette double confrontation face au club mancunien. Lens accueille le Stade de Reims. C'est en ouverture, ça a lieu vendredi, et avant tout,
Mais du coup, on va faire un petit point classement. Où le PSG est désormais champion. C'est officiel. 74 points pour le Paris Saint-Germain. 80 buts marqués, 26 encaissés. C'est quand même assez aberrant comme situation. Marseille est deuxième. A repris la place de Dauphin après les désillusions de Monaco, de Nice et bien d'autres. Dans cette course à la seconde place où on a l'impression que personne ne veut être deuxième au vu des performances des candidats directs. C'est quand même assez fou. Mais Marseille est deuxième à 2 points d'avance sur l'AS Monaco. On a 3 sur la petite surprise de le Racing Club de Strasbourg qui est l'invité de ce sprint final. Et en bas, eh bien, Le Havre a laissé sa place de barragiste au Stade de Reims. Et Saint-Etienne est toujours relégable 17ème avec 3 points d'avance pour Montpellier. Les carottes semblent cuites et on parlera de Montpellier juste après. Avec la petite nouvelle qui a eu lieu cette semaine. On va basculer donc, comme je l'ai dit, sur ce Lens Reims, pardon. Voilà, ce Lens Reims qui aura lieu vendredi, donc 11 avril à 20h45. Lens s'est imposé contre Saint-Etienne 1-0, tandis que Reims a été défait par Strasbourg 1-0. Voilà, c'est deux équipes qui ont joué un match sur la plus petite des marges. Bon, pour Lens, je vous affiche au classement 9ème, 42 points. Il y a encore quand même quelque chose à aller chercher pour les Lensois. Ils sont qu'à 5 petits points de l'OGC Nice. Et quand on voit la forme de l'OGC Nice dans ce sprint final, pourquoi pas aller chercher les petits points pour aller gratter une place en Conference League qui ferait peut-être du bien quand même à ce club lensois. Et aux hommes de Will Steele qui vivent une saison un petit peu compliquée, un petit peu contrastée avec les nombreux départs, etc. Où il y a vraiment un projet qui s'est refermé qui est assez logique du côté de Lens. Ça propose quand même toujours des choses intéressantes. Et Reims est dans cette désormais urgence absolue de points, puisque Reims pourrait revoir Saint-Etienne recoller, pourrait rester barragiste et voir Le Havre s'envoler. Et Reims est dans une position délicate malgré le regain contre Marseille la semaine d'avant. Le Stade de Reims n'est pas en super position. Il y a aussi la finale de Coupe de France qui a peut-être mijoté un petit peu dans les têtes. Alors Reims, on l'a dit, contre Strasbourg, il y a eu quand même des choses, des pénaltys qui auraient pu être accordés, etc. En attendant, ils ont perdu 1-0. Bon, la forme récente était quand même un peu mieux parce qu'il y avait le nul contre Brest, à Brest et la victoire contre Marseille. Mais le calendrier rémois, finalement, cette saison, sur cette fin de saison, ils ont un peu leur destin entre leurs mains puisque tu vas jouer Montpellier qui sera sur doute mort. Il est déjà malheureusement le 27 avril prochain. Et tu auras cette avant-dernière journée contre Saint-Etienne. J'espère pour les Stéphanois que Saint-Etienne ne sera pas déjà mort. Mais tu auras l'occasion de prendre ces points-là qui, je pense, valideront ton maintien. En tout cas, cette place de barragiste. Mais en tout cas, il va falloir prendre des points. Et je vais leur mettre le petit point du match nul à les gratter à Lens. Parce que je me dis que Lens peut lâcher 2 points contre le Stade de Reims. Ça me semble pas déconnant. Et on va partir sur ça. N'hésitez pas également à faire vos petits pronos. Tranquillou. En commentaire. Allez, on enchaîne sur ce choc de cette 29e journée. C'est évidemment Monaco-Marseille qui va être extrêmement important, extrêmement intéressant. On a la Gazzetta dello Sport qui nous a dit que l'OM devrait lever l'option d'achat de 12 millions d'euros d'Ismaël Benasser, qui était donc prêté comme option d'achat par le Milan AC. Donc ça, c'est une première nouvelle pour les Marseillais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Marseille-Monaco, Monaco-Marseille, c'est plutôt le 2e du championnat contre le 3e. C'est une place de dauphin qui est en jeu cette semaine et ça va être un match qu'on attend tout particulièrement. Marseille, je vous affiche les résultats, le calendrier, c'était compliqué. Ils s'en sont sortis comme Toulouse avec quand même un sacré match avec pas mal de buts et des sacrés buts d'ailleurs. Franchement, c'est très plaisant à regarder en tant que neutre. Mais il y a toujours cette fébrilité défensive du côté de Marseille où tu concèdes encore 2 buts. Je suis pas hyper rassuré par l'activité défensive des milieux de terrain marseillais et des offensifs marseillais, surtout à l'image de Luis Enrique qui est passif, les replis défensifs, etc. Et ça, pour Marseille, ça peut coûter cher contre un Nice Monaco qui va aller dévorer les espaces, qui, alors, n'est pas non plus ultra en confiance, qui sort d'une défaite à Brest. On va dire que on va imputer ça à Philippe Cohn, le gardien monégasque. C'est quand même incroyable que Monaco ne soit pas capable d'avoir un gardien compétitif pour être à la lutte pour la qualification en Ligue des Champions depuis des années. C'est impressionnant, les gardiens Monaco se suivent et se ressemblent, fébriles, absolument pas rassurants pour leur défense, capables de bourdes immenses saison après saison. Alors Mayeki, moi je le trouve déjà plus rassurant que Philippe Cohn, mais pareil, il n'est pas indisputé, on va dire, dans la hiérarchie pour Adi Hutter. Et ça, pour Monaco, ça coûte cher parce que tu as besoin d'un grand gardien.
Tu as besoin d'un grand gardien pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir être performant, pour être régulier en championnat, surtout parce que c'est ultra important, cette régularité en championnat, elle va coûter cher. Et contre Brest, bah, ça te tue 3 points, et ces 3 points-là, bah, ils permettent d'arriver en position de force pour accueillir l'Olympique de Marseille, quoi. Donc c'est très compliqué, surtout que Monaco a un calendrier qui est quand même extrêmement chargé. On l'a dit, reçois Marseille, tu reçois Strasbourg la semaine prochaine, pardon. Pareil, adversaire direct, ça va être coriace. Tu te sors 2 fois, tu te déplaces 2 fois au Havre et à Saint-Etienne, et ça va pas être simple. Parce que c'est 2 équipes qui jouent leur survie, parce que c'est 2 équipes qui vont avoir les crocs à domicile en plus pour eux. Donc on sait que Monaco est capable de lâcher des points contre ces équipes-là, donc attention. Tu reçois Lyon, pareil, qui va être un candidat au podium, et peut-être plus encore, on verra en fonction de ce que fait l'Olympique Lyonnais par la suite. Et tu vas à Lens, et en fonction de ce que va jouer Lens, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent jouer une Europe. Ils peuvent jouer l'Europe. Donc tu vas jouer que des équipes qui ont des choses à jouer, et tu n'as pas le droit à l'erreur pour l'AS Monaco. Et ça commence par ce match contre l'Olympique de Marseille. Malgré tout, je trouve que la fébrilité défensive marseillaise peut coûter cher sur ce match-là face à Monaco, et je vais mettre la petite pièce sur Monaco, mais sans grande conviction non plus. Marseille ne me tombait pas dessus non plus. Voilà, je mets ça, mais ça pourrait être match nul, ça pourrait être victoire à Marseille, je pense que c'est pareil, mais c'est 2 équipes qui manquent, qui ont un manquement défensivement de quelque chose cette saison. Pour Monaco, c'est le gardien. Pour Marseille, c'est ce bloc compact, c'est ce défenseur central peut-être aussi qui manque, mais c'est pas uniquement la faute des défenseurs à Marseille, je pense, s'il y a autant de buts concédés. Donc, à voir pour la suite. On va enchaîner sur ce Toulouse-Lille. Toulouse est peut-être l'équipe la plus frustrante de la saison dont personne ne parle. Toulouse est au milieu. Toulouse est 11e du championnat, 34 points. Reçoit Lille, 7e, 47 points. Pourquoi je dis que Toulouse est frustrant? Parce que Toulouse est une équipe qui se provoque énormément d'occasions, qui concède très peu d'occasions, et pourtant, ils ne marquent pas de but et ils en prennent. À l'image de cette différence de but qui est K plus 1. 37 buts marqués, 36 encaissés. Alors que Toulouse, regardez, si on compare aux stats, hop là, ici, de XG, Toulouse a une différence de XG de plus 10. Donc en fait, normalement, ils devraient être à plus 10 de différence de but. Là, ils ne le sont qu'à plus 1. Parce que Toulouse se provoque des occasions, mais ne marque pas. Et se concède surtout trop peu d'occasions par rapport au nombre de buts. Concède pas beaucoup d'occasions, mais prennent trop de buts par rapport à ce qu'ils concèdent plutôt. C'est plus français là-dessus. C'est plus logique. Donc c'est pour ça va forcément pas aider. Il reste sur 3 défaites consécutives en plus. Alors je sais pas s'ils ont grand-chose à jouer, Toulouse, pour cette fin de saison. Honnêtement, pas trop. Juste, voilà, valider peut-être qu'une victoire pour pas se faire peur sur le maintien, mais avec 34 points à 6 journées de la fin, ça devrait le faire pour Toulouse. Et en point d'orgue pour les Toulousains, moi ce qui me dérange, c'est Guillaume Rest qui fait pas une saison extraordinaire. Alors il est jeune, donc on va pas lui tomber dessus, on va être indulgent. Mais voilà, 59,3% de taux d'arrêt pour tes gardiens cette saison. Guillaume Rest, c'est pas l'assurance tout risque, et il est pas aussi décisif qu'il devrait l'être. Ça arrive, c'est comme ça. Mais voilà, pour Toulouse, c'est compliqué quand on regarde les performances des gardiens. Guillaume Rest à 60% d'arrêt. C'est un gardien qui subit, malheureusement, qui prend trop de buts par rapport quand on compare aux autres gardiens de Ligue 1. Et c'est un peu dommage. Et encore une fois, regardez, contre Marseille, Toulouse se provoque 1,3 XG et ne marque que 2 buts. Enfin, il marque 2 buts, donc là, pour le coup, il surperforme. Donc ça, c'est bien. Par contre, il ne concède qu'un XG. Et ils en prennent 3, quoi. Donc, assez compliqué. C'est comme ça souvent. Regardez, contre Brest, c'est pareil. Tu concèdes 1,3 et XGA, t'en prends 4. Voilà, pour Toulouse, c'est le problème principal de cette saison, et c'est assez emmerdant. Et il va falloir que Lille, de son côté, pour parler un peu de Lille, rebondisse, parce que Lille a concédé une défaite à Lyon 2-1, malgré l'ouverture du score précoce sur coup de pied arrêté. Et Lille enchaîne victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. Et si on en suit la logique, je vais mettre victoire de Lille ce week-end. Qui a besoin de points, qui va jouer des équipes qui n'ont pas forcément quelque chose à jouer sur la fin de saison. OCR, Angers, normalement Brest aussi en fonction des résultats. Peut-être que Brest peut aller chercher l'Europe. Et derrière, c'est trop loin pour aller jouer quelque chose. Donc potentiellement, c'est des équipes qui vont baisser peut-être un peu le pied, forcément. Donc c'est peut-être un calendrier un peu plus favorable pour Lille par rapport à ses concurrents directs. Le seul hic pour Lille, c'est que tu vas jouer que Marseille, entre guillemets, en tant que concurrent direct. Donc tu pourras reprendre des points directement avec le destin entre tes mains que face à Marseille. Et ça, c'est la petite diff, donc. Mais je vais mettre victoire de Lille ce week-end à Toulouse, malgré tout. Mais j'aime bien cette équipe toulousaine et elle me frustre parce que elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace des deux côtés, donc c'est un peu emmerdant.
Parlons d'un autre duel au sommet de cette 29e journée. C'est Strasbourg qui reçoit l'OGC Nice. Et bien, tout simplement, Strasbourg est l'invité surprise 4e de son championnat, 49 points. Lille est 6e, Nice, pardon, est 6e. Nice enchaîne les bévues. Nice est en galère de points, Nice est en galère de résultats, Nice est en galère de performance. On est sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites en 4 matchs, une nouvelle défaite face au FC Nantes en ouverture de la 28e journée. C'était un peu la clim là, du côté de l'Alliance Riviera ce week-end. Parce que Nantes a joué comme le FC Nantes. Et voilà. Une équipe qui est très bas, qui se projette, qui défend. Il y a eu un très très bon Anthony Lopez. Il y a eu un très bon Moses Simon qui a encore une fois été décisif. Je crois que j'ai la stat là qui doit traîner. Moses Simon, c'est n'importe quoi cette saison. Il est impliqué dans 48% des buts du FC Nantes. C'est quand même incroyable. Je vous affiche peut-être le bon visuel. Voilà. 48% des buts du FC Nantes avec l'implication de Moses Simon. 7 buts, 9 passes D, c'est assez impressionnant. Donc voilà, encore une fois, Nantes a fait du Nantes. Et Nice s'est fait piéger. Et j'ai peur que Nice retombe ce week-end contre Strasbourg. Strasbourg est en pleine bourre. Strasbourg enchaîne 5 victoires consécutives. C'est la meilleure série avec le PSG actuellement en Ligue 1. Strasbourg n'a plus perdu depuis le 2 février. C'était à Rennes. Et Strasbourg n'a pas pris beaucoup de buts aussi ces derniers temps. Et on parlait de la mauvaise saison de Guillaume Rest. Et bien moi, de l'autre côté, je vais valoriser la très très bonne saison de Petrovic avec Strasbourg, qui est très bon. Un gros pourcentage d'arrêt, un très bon gardien de Ligue 1. Je ne sais pas si c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Très honnêtement, Petrovic. Avec Rouilly, ça soutient. Il y a des très très bons gardiens en Ligue 1 quand même. C'est très très solide encore une fois, avec Lucas Perry notamment aussi. Donovan Léon fait plutôt une bonne saison. Voilà, c'est assez intéressant. Donc il y a quand même des choses. Maintenant, voilà, c'est intéressant, mais Petrovic est très très bon et c'est une bonne trouvaille pour Strasbourg. Et je vois bien Strasbourg aller faire le coup face à Nice et d'aller climatiser un petit peu l'OGC Nice pour enchaîner une 6e victoire consécutive et se mettre extrêmement bien dans la course à l'Europe. Alors Strasbourg européen, finalement, mine de rien, moi j'y croyais pas du tout en début de saison. Et on fera le mea culpa lorsqu'on fera la tier list de bilan de fin de saison de Ligue 1. Mais en fait, quand tu vois l'investissement, finalement, c'est pas si déconnant que ça et c'est quand même une bonne récompense pour un groupe qui travaille bien et je suis pas fan de projets comme celui de Boulcro, mais franchement, faut le dire quand ça marche. Et c'est une équipe qui est ultra agréable à avoir joué et qui a une vraie identité de jeu, qui propose vraiment quelque chose et c'est récompensé. Et ça fait plaisir. Allez, on enchaîne sur l'un des matchs aussi ultra important, qui sera peut-être pas le plus médiatisé, on va dire, mais qui sera vraiment ultra important dans cette course à la fin de saison. C'est Saint-Etienne qui accueille le stade brestois. Brest peut se donner le droit de rêver à une nouvelle Coupe d'Europe, à une nouvelle qualif en Coupe d'Europe, puisqu'ils sont 8e à 43 points, ils ne sont qu'à 4 points de Nice, 6e. Et ça serait très très beau pour Brest d'aller chercher une qualif, que ce soit en Conference League ou en Europa League. Ça serait une saison vraiment plus que réussie pour le Stade brestois, avec l'épopée en plus de la Ligue des Champions. C'est vraiment assez impressionnant ce que fait Brest cette saison. Et ils vont se déplacer du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a vraiment cruellement besoin de points, 23 points, 3 points de retard sur Reims. Ça commence à se creuser là pour les Stéphanois et le gap commence à être assez élevé. Il va falloir rapidement inverser la tendance, puisque Saint-Etienne a perdu à Lens 1-0. Voilà, la défaite sur la plus petite démarche pour Saint-Etienne. Et le calendrier, il est vraiment... C'est en train de le regarder là, il est vraiment costaud pour les Stéphanois. Avec le derby, je pense que c'est un derby... je vais pas dire que ça va être le plus important depuis un paquet de temps, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de derby, mais quand tu vois la position de Saint-Etienne... même quand tu vois celle de l'Olympique Lyonnais, ça va être un derby qui va valoir extrêmement cher le 20 avril prochain. Il va falloir être devant sa télé parce qu'il va valoir de l'or ce derby entre Saint-Etienne et Lyon. Il y a ce déplacement à Strasbourg qui est bourbier, il y a cette réception de Monaco, il y a un déplacement à Reims qui va pas être un adversaire direct. Vraiment, le planning pour Saint-Etienne, il est très compliqué. Et ce week-end contre Brest, j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu un match qui va être compliqué parce que Brest, pour vous montrer un petit peu des stats avancées que je me suis fait tout à l'heure, là j'ai regardé un petit peu, c'était au niveau des passes, Brest est l'équipe qui tente le plus de passes longues. Et la deuxième équipe, pardon, après le PSG, qui tente le plus de passes longues. Dans Ligue 1, c'est une équipe qui n'a pas forcément la possession de balle, mais c'est une équipe qui joue beaucoup long. Qui tente énormément de passes. Cette équipe qui tente le plus de passes, c'est la deuxième équipe qui a réussi le plus. Donc c'est quand même assez impressionnant, en pourcentage un peu moins, mais donc il y a énormément de jeux longs de la part des Brestois. Et quand je regarde le pourcentage de duels gagnés aériens,
Ça, c'est les duels aériens gagnés. Brest est leader en Ligue 1 cette saison. Et ben Saint-Etienne est un peu aux fraises, 12e, 300 duels pile gagnés, c'est environ 10,7 par match. Et si on prend l'ensemble des duels, pas que aériens, Saint-Etienne est antépénultième équipe qui perd le plus de duels. Donc, ça va être une vraie opposition de difficulté, on va dire, dans un Brest qui excelle dans ce jeu aérien, dans un Saint-Etienne qui, au contraire, n'excelle absolument pas. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va être à regarder. Voilà, je donne la stat aussi, je sais pas si vous avez quelque chose à foutre, mais le plus de passeurs jeu, c'est pour Lens. Voilà. Voilà, je vous la donne, c'est cadeau, ça sert à rien, mais je vous la donne. Et voilà, pour Brest, en tout cas, ça va être quand même assez important ce jeu-là aussi. Saint-Etienne est une équipe qui rate beaucoup de tacles aussi. Voilà. Alors vraiment défensivement, pour Saint-Etienne, tous les voyants sont au rouge pour le coup. Et c'est un match qui va être extrêmement important pour les Stéphanois. Et je vais mettre match nul, je vais mettre directement un petit... Voilà, un petit point de part et d'autre pour ces deux équipes-là. Mais c'est vraiment une opposition de style. Et pour Saint-Etienne, ben on l'a dit, il faut prendre des points. Pour Brest aussi, en fait, les deux sont dans une course effrénée pour des objectifs différents. Mais Saint-Etienne, je commence à avoir un petit peu peur là. Là, je pense que les supporters stéphanois vont commencer à trembler. Il y a eu effectivement ce match à Lens qui aurait pu basculer d'un autre côté si les Lensois avaient fini à 10. Mais honnêtement, il faut que Saint-Etienne prennent des points. Là, il y a plus de... Voilà, il faut... On peut juger les performances, on peut juger que les matchs sont bons, moins bons, etc. Mais là, il n'y a pas de points qui rentrent. Et c'est vraiment le premier problème à Saint-Etienne actuellement. Pour Brest, je vous affiche le calendrier de fin de saison. C'est Lens, Marseille, Montpellier, Lille et Nice. C'est très costaud, mais c'est jouable pour les Brestois qui ont embêté plus d'une grosse équipe cette saison. Donc pourquoi pas. Et j'espère pour Brest que ça le fera parce que franchement, c'est assez extraordinaire ce qu'ils font. Allez, enchaînons sur ce Angers-Montpellier. Angers-Montpellier, bah ça c'est un match également qui compte pour le maintien. Je vous suis le classement, je vous ai sorti le tableau, mais en fait, le classement Angers 14e avec 27 points. Ils n'ont plus qu'un petit point d'avance, les Angevins, sur le stade de Reims. Donc les points sont urgents à être pris et Montpellier est quasiment condamné. On va dire pas mathématiquement, mais ça sent quand même le roussi pour les Montpelliérains. Angers a enchaîné quand même une cinquième défaite consécutive contre le PSG. Défaite minimaliste mais dominée dans tous les aspects du jeu. Et le PSG, après, c'est très fort. Et Angers, pour le coup, c'est peut-être la pièce sur laquelle on ne pourrait pas penser pour potentiellement être barragiste ou relégable en fin de saison. Mais quand tu vois le calendrier, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Parce qu'après Montpellier, c'est Nice, c'est Lille, c'est Nantes. Ça va être très important. Et on sait que Nantes adore ce genre de match. C'est Strasbourg et c'est Lyon. Hormis Nantes et Montpellier, tu n'as que des adversaires du top 4. C'est quand même un vrai parcours du combattant qui attend Angers sur cette fin de saison. Sachant que le momentum n'est pas du tout avec toi. Tu as pu embêter des gros sur le début de saison. Et, voilà, Angers a fait du mal à pas mal d'équipes du haut de tableau cette saison. Mais là, attention Angers. Attention, il va falloir se méfier à Angers. Parce que le matelas est plus si élevé que ça. Il commence à être de plus en plus fin et les adversaires de plus en plus gros. Donc... Et en plus, tu affrontes à Montpellier qui, pour le coup, a activé le dernier levier Zoumana Camara. Voilà. Cette semaine, l'arrivée de Zoumana Camara du côté de Montpellier, nouvel entraîneur de la paillade. J'ai envie de te dire, enfin, Montpellier active un levier parce que je pense que c'est beaucoup trop tard. Alors, ça prépare le projet Ligue 2, ils en sont tous conscients. Je trouve que c'est une bonne idée, Zoumana Camara. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, ça a donné des très bons résultats dans les catégories jeunes. C'est quelqu'un qui a l'air de très bien comprendre le ballon quand tu l'entends parler, etc. Donc franchement, ça c'est plutôt une bonne idée de la part de Laurent Nicolas. Et il faut le souligner quand c'est bien. Maintenant, j'aurais tellement aimé que ça se fasse plus tôt pour Montpellier. Gérard Gasset avait remis sa démission il y a 2 journées. Peut-être qu'il fallait le faire à ce moment-là pour Montpellier parce que voilà, bah, c'est trop tard. Là, tu vas juste préparer la saison prochaine. Il y a des salaires qui vont sauter évidemment à Montpellier pendant l'été. Parce que la charge financière est vraiment beaucoup trop élevée pour Montpellier. Mais je vois bien Montpellier avec l'effet Zoumana Camara aller gratter un petit point à Angers pour essayer voilà, de finir bien sa saison, bien son aventure en Ligue 1. Et Montpellier, bon, ça va être le plaisir hein, pour la fin de saison parce que je pense qu'ils peuvent plus en espérer d'autres. Mais aller bien finir au moins pour finir sur une bonne note. T'as quand même des gros matchs, t'as Marseille, t'as Paris. Voilà, se donner les moyens de au moins offrir quelque chose, de montrer qu'il y a un projet qui peut se construire pour la Ligue 2 l'année prochaine. Peut-être qu'on verra de nouvelles têtes aussi sur les compos. Et puis sur les joueurs sur lesquels on ne compte pas l'an prochain pour Montpellier, ça va être intéressant à suivre. Mais ouais, voilà, pour Montpellier, il va falloir s'accrocher. Et Angers, attention. Attention à Angers. Le Havre qui reçoit Rennes. Et bien là, mes amis havrais, quelle fin de saison ils sont en train de nous faire, ces Havrais. Ils étaient relégables
avant-dernier il n'y a pas si longtemps que ça, et vous voyez là, la petite courbe qui fait du bien. Le Havre a enchaîné une deuxième victoire consécutive face à Montpellier. C'est des concurrents directs, ils ont gagné, c'est ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, les Havrais. Donc bravo à eux, franchement. Et le calendrier pour les Havrais, il s'annonce costaud parce que après le Stade Rennais, ça sera le PSG, ça sera Monaco, ça sera Auxerre, ça sera Marseille, ça sera Strasbourg. Donc là aussi, il y a beaucoup d'équipes du haut de tableau, mais le Havre a su les embêter cette saison. Et franchement, ils sont en train de se donner les moyens, les Havrais, de faire quelque chose sur cette fin de saison. Victoire à Montpellier, elle était importante, elle était capitale, la pression était sur eux. Ils ont assumé, ils font un clean sheet, ils prennent les 3 points. Et face à eux, c'est le Stade Rennais. Et le Stade Rennais, pour le coup, a plus grand chose à jouer. 32 points. Alors, il faudrait quand même cette petite victoire pour vraiment pas se mettre la pression de voir des concurrents derrière qui reviennent. Mais le Rennes a été battu face à Auxerre 1-0 ce week-end. Rennes alterne, bon, moins bon. On sent qu'ils sont vraiment déjà tournés sur la saison prochaine. On voit quelques joueurs intéressants du côté de Rennes. Mais franchement, ouais, on fera le bilan de Rennes cette saison parce que c'est l'une des grosses déceptions. Mais on n'attend plus grand chose sur la fin de saison parce que voilà, faut lancer le nouveau cycle Habib Bey vers la saison prochaine et on verra ce que ça va donner pour les Rennais. Je vais mettre une pièce sur le Havre qui enchaîne. Voilà, c'est peut-être la petite surprise aussi. Mais allez, pourquoi pas le Havre qui enchaîne et puis on n'en parle plus. Bon, le match du PSG, du non-PSG là, je suis en train d'y penser, mais je crois qu'on va mettre victoire du PSG. Non, tu sais quoi, je vais mettre match nul. Je vais dire, allez, après Aston Villa, ils jouent en semaine, ils se font. Voilà, petite clim. On en parlera pas plus parce que j'en sais rien et qu'on verra ce qui va se passer. Auxerre-Lyon, je vais directement mettre le prono du match nul. La Auxerre qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Ce qui me fait dire que le match nul, il y aura match nul, c'est que je sens que Lyon, peut-être physiquement, peut un peu pêcher après un premier quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United. Ou même si c'est un affreux Manchester United, ça peut quand même être un match un peu compliqué avec de l'intensité. Auxerre a pris un petit peu du poil de la bête ces dernières semaines tout de même. 2 victoires, 1 nul. C'était à Nice. Une autre victoire à 1, ça fait 4 matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était le 2 mars contre Strasbourg. Sinon, il faut remonter au 1er février contre Monaco. Donc voilà, Brest a pris les points pour se sécure après un gros passage à vide en fin 2024, début 2025. Brest a pris les points pour le maintien. Auxerre, pardon, a pris les points pour le maintien. Auxerre finira tranquillement dans le ventre mou. C'est une très très belle saison tout de même quand on tire le bilan global de la saison des hommes de Christophe Pélissier. Et pour Lyon, il y a un objectif de résultat parce qu'il y a un objectif de gagner après la victoire face à Lille de buts à 1. Tu avais perdu contre Strasbourg, tu t'es très bien relancé. Lyon est une équipe vraiment intéressante qui propose de très très belles choses. Il y a du but en plus à chaque fois dans les matchs de l'Olympique Lyonnais. Il y a du suspense, donc c'est sympathique. Et Lyon, je trouve, malgré tout, a quand même un calendrier qui est assez favorable quand tu les compares aux autres équipes du top 4, 5, 6. Parce que Auxerre, bon, bah là, plus grand chose à jouer. C'est quand même compliqué de jouer à la Baie des Champs. Mais ils ont quand même les ressources pour le faire, même s'il y a l'Europa League qui va jouer à côté. Va jouer contre Saint-Etienne, on l'a dit, dans un derby extrêmement important. Mais en soi, la confiance est peut-être plus du côté de l'Olympique Lyonnais que de l'AS Saint-Etienne. Rennes n'a plus rien à jouer. Et franchement, c'est quand même faisable. Lens, en fonction, peut-être aura plus rien à jouer. Monaco est un concurrent direct, donc tu as l'occasion de reprendre des points face à eux. Et en dernière journée, tu joueras Angers. Ça peut être compliqué en fonction de la position du SCO, si le SCO doit jouer sa survie en Ligue 1. On l'a dit, attention le SCO. Donc Lyon, je crois, quand tu compares aux autres adversaires du top 6, a quand même un calendrier un petit peu plus favorable. Le truc, c'est qu'il y a l'Europa League qui va se rajouter, donc ça peut être compliqué aussi. Mais voilà, je vais mettre ce match nul pour conclure cette période des pronos entre Auxerre et Lyon. Et je vous propose de vous abonner. Si vous avez apprécié ce petit échange entre nous, vous pouvez vous commenter cette vidéo avec vos pronos. Vous abonner, liker, c'est le petit moyen de nous soutenir gratuitement, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, et puis nous on va se dire tranquillement à la semaine prochaine pour parler de Ligue 1. Il y a des vidéos rugby qui sont sorties si vous voulez qu'on parle de ballon ovale. Vous pouvez nous suivre sur TikTok et Instagram. Il y a des petits contenus un peu différents qui vont sortir aussi dans les prochaines semaines. Voilà, tranquillou, on espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous un très très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.